Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, Chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Bonsoir pour ce mercredi de l'Anthropocène en direct du Lieu d'Europe à Strasbourg. En ce 8 juin 22, il fait un temps magnifique et ça me réjouit. Dessiner le droit dans l'Anthropocène est un projet expérimental de recherche produit par l'École urbaine de Lyon. Il atterrit ici à Strasbourg avec une exposition dans l'espace public jusqu'au 15 juin, une programmation événementielle aujourd'hui et demain depuis ce Lieu d'Europe et un journal diffusé de diverses manières. Il donne à voir par le dessin la capacité créative du droit à travers 51 bureaux de juristes et d'artistes autour de 51 affaires qui, partout dans le monde, répondent aux défis de l'Anthropocène. Notre heure est dédiée à cette question de la créativité que l'on peut définir ainsi: la capacité ou le pouvoir qu'a un individu ou un groupe d'individus de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. Ce peut être tout autant la capacité de découvrir une solution nouvelle, originale, à un problème donné. Et des problèmes, nous en avons énormément. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir les 4 commissaires scientifiques du projet Dessiner le droit dans l'Anthropocène, les 2 juristes que sont Natalia Kobielars et Isabelle Michalet. Bonjour mesdames. Bonjour. Et 2 des membres émérites de l'équipe de l'École urbaine de Lyon, Jérémy Cheval et Lou Herman. Bonsoir, madame et monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous faire, tous les 4, pas en même temps, mais je crois à votre discipline, le récit de ce projet, ou plutôt des conditions de sa naissance au-delà de son inscription en Anthropocène. Lequel d'entre vous souhaite commencer ? Isabelle Michalet. Alors, ce projet a commencé par le plus grand des hasards, par un échange entre Jérémy Cheval et moi-même au sujet d'une affaire. Nous étions en train de visiter une déchetterie en Amérique du Sud, en Argentine, et j'ai raconté à Jérémy Cheval une affaire qui a été jugée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui est l'affaire Onerildis, qui est devenue une référence entre nous. Cette affaire, brièvement, c'est l'histoire d'un bidonville à proximité d'une décharge gigantesque en Turquie, dans la grande banlieue d'Istanbul. C'est l'histoire dramatique d'une explosion dans cette décharge, puisque tout est entreposé de façon sauvage, et qu'à un moment donné, par l'effet de la fermentation des déchets, une explosion se produit, une catastrophe se produit. Ensuite, tout s'écroule et vient engloutir le bidonville en grande partie, tuant les occupants de ces maisons provisoires approximatives qui se trouvaient là, et décimant une famille tout entière, la famille de M. Onerildis, puisqu'il perd la plupart de ses enfants dans cette catastrophe. Et sans vous refaire toute l'histoire, il n'a pas pu obtenir gain de cause devant les juridictions turques en termes de responsabilité, d'indemnisation pour lui et de réparation du drame de sa vie. Et il s'est tourné vers la Cour européenne des droits de l'homme et a saisi la Cour et a demandé à ce qu'on reconnaisse qu'il y avait une atteinte au droit à la vie de ces personnes et que l'État turc soit condamné, ce qui a été fait. Et j'ai raconté cette histoire à Jérémy Cheval parce que cette déchetterie où il y avait des montagnes de déchets qui étaient certes triés, mais néanmoins tout à fait impressionnantes, m'a rappelé cette histoire tragique que je raconte à mes étudiants. Et Jérémy Cheval a été inspiré par cette affaire. Et ensuite, je lui passe la parole pour qu'il raconte ce qu'il en a fait. Alors, si je peux me permettre, Isabelle Michalet, il ne s'agissait pas simplement d'une visite, mais d'un workshop qui s'appelait À l'école de l'Anthropocène, la première en Amérique latine, qui s'est déroulée à Buenos Aires. Et nous étions sur une étude de terrain sur finalement les réseaux complexes des enjeux de l'Anthropocène, notamment dans le nord de la ville de Buenos Aires. Et nous venions juste de rencontrer une association
local pour améliorer la condition urbaine d'un quartier informel qui vit des déchets par les déchets pour les déchets. Et nous venions de rencontrer une association qui a été montée suite à la mort d'un des enfants dans une décharge de manière assez illégale. Et bien sûr, tout workshop anthropocène et interdisciplinaire fait qu'on se retrouve dans le bus à l'issue de ce moment un peu très dur du pourquoi on se retrouve finalement si loin pour parler d'enjeux qui sont pas les nôtres d'une certaine manière, mais qui le sont au niveau mondial parce que l'anthropocène c'est ça. Eh bien, comment en parler de manière transdisciplinaire et on parlait de notre propre fragilité à parler d'une discipline à l'autre. Et Isabelle, je ne sais pas si tu te rappelles, nous parlions à ce moment-là de la question de la fragilité de chaque discipline, de pouvoir faire des propositions face à ce que nous voyons dans des territoires qui peuvent être étrangers. Donc en tant qu'architecte, bien oui, on a des idées, des agencements spatiaux, des manières d'organiser l'espace et de comprendre quelles sont les interresponsabilités suite aux décharges et à l'installation humaine dans une situation. Et Isabelle disait, mais moi, qu'est-ce que je peux dire? Et là, d'un seul coup, elle fait, si, il y a cette affaire. Donc je l'ai dessiné, je lui ai fait un petit diagramme, un petit schéma. Et de fil en aiguille, on s'est dit que la question de la représentation et de notre compréhension commune était un moyen d'expression à développer. Ce qu'on a fait et qu'on a bien sûr bien développé pendant le premier confinement du Covid, où eh bien, c'était vraiment à propos de s'appeler et de se raconter une affaire juridique mondiale. Alors je ne viens pas du tout du droit, mais bon, je suis tombé dedans d'une certaine manière. Et on s'est dit qu'une fois qu'on avait fait 2-3 affaires, que j'avais fait 3 aquarelles, très content de cette expérience sur la chasse à la baleine, sur quoi d'autre, Isabelle, déjà? Oui, il y avait l'affaire Honoré-Lys et il y avait l'affaire de la fonderie de Trailles. Et à ce moment-là, justement, l'idée a été d'ouvrir, de se rendre compte que voilà, les régimes d'expression et la créativité face à ces affaires nécessitaient un groupe bien plus grand. Et à ce moment-là est entré Lou dans les duos. Et bien sûr, toute l'équipe ensuite s'est étendue jusqu'à Natalia Kobilarz. Formidable, vous allez super vite, je voulais aller moins vite. Donc l'histoire commence par une rencontre dans une poubelle à Buenos Aires, si je comprends bien. Oui. Mais cette rencontre dans une décharge ou suite à une décharge ou pendant la décharge provoque des choses. Donc ça, c'est intéressant. Et on est en juillet 2019, puisque vous avez dit que c'était avant le confinement, puisqu'il était déjà cité, ce confinement et ce magnifique, cette pandémie qui nous a occupés ces 2 dernières années. Et donc, ça, c'est les 2 premiers protagonistes. Donc, les suivants, ça se passe comment pour vous, Lou Herman, et pour vous, Natalia Kobilarz? À quel moment vous entrez dans la danse? Au retour de Buenos Aires, j'imagine, et peut-être pas dans une décharge. Non, alors c'était pas dans une décharge, et c'était vraiment pendant, on va dire, au plus dur du premier confinement, quand on était tous un peu désorientés, en manque d'interlocuteurs et en manque bizarrement de projets, de travail, de normalité aussi. Et où, à l'école urbaine de Lyon, on s'est posé la question du maintien et des régimes d'expression du maintien des activités. Et c'est dans ce cadre-là que Jérémy m'a proposé en fait de faire cette expérience, autant pour m'occuper, mais aussi pour expérimenter une façon de faire trace par le dessin quand on était tous éloignés les uns des autres. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que la question du dessin a aussi pris une nouvelle place au sein des activités de l'école urbaine. J'ajoute que comme Jérémy Cheval, vous avez, Lou Herman, une activité de dessin qui est parallèle à la question de l'école urbaine de Lyon. Donc c'était aussi un régime d'expression sur lequel vous étiez impliqué depuis longtemps. Donc on peut comprendre ce qui pouvait être naturel et comment dire, enthousiasmant dans cette proposition. Natalia Kobilarz, et vous? Et moi, j'ai réuni le groupe à la fin, en dernier, pendant le confinement, et c'était un hasard, mais finalement, il n'y a pas d'hasard vraiment, parce que à un moment donné, juste après le premier confinement, je pense que j'ai fait connaissance d'un ami cher de Jérémy, Jean Riva, qui après devient par la suite un des illustrateurs des œuvres ici. Et donc, lui me parle de ce projet parce que moi, je suis juriste à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, on revient à cette juridiction, en fait, ça a tout commencé par ça, avec l'affaire Honoré-Lys. Et donc, moi,
Je travaille au sein de la Cour européenne des droits de l'homme et je suis spécialiste de droits de l'homme et l'environnement. Et je donne des cours à Grenoble, donc à côté de Lyon. Donc finalement, voilà, c'est comme ça qu'on fait la connaissance. Et Jérémy me parle de ce projet. Et moi, je lui parle de tout mon réseau, en fait, de juristes internationaux, surtout d'Amérique latine, mais d'un peu partout, parce que j'ai la chance de travailler là-bas, à la Cour interaméricaine des droits de l'homme aussi. Et donc là, je pense que moi, je suis très reconnaissante. Merci de m'avoir invitée à travailler avec vous. Et c'est là, je pense que le projet prend ampleur internationale. Et vraiment, maintenant, on est à travers de tout le continent. Oui, puisque le projet a mobilisé 93 différents intervenants et partout dans le monde entier. Vous avez, dans le cadre de ce projet Dessiner le droit dans l'Anthropocène, écrit un texte à 4 mains, à 8 mains, à 12 mains, je ne sais pas, je ne sais plus calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mains. Et vous dites que ce projet répond aux défis soulevés par l'Anthropocène. Ces défis sont systémiques pour nos sociétés et matriciels pour le droit. Qui se lance? Isabelle Michalet. Je veux bien, c'est moi qui... ces passages-là. Parce que, alors, le droit est une construction sociale. Il est intéressant, je pense, que quand il est ancré dans une société et qu'il est élaboré, alors on connaît les processus d'élaboration du droit qui peuvent être perçus comme étant des processus descendants, mais l'intérêt aussi, c'est que le droit peut être élaboré selon des processus ascendants, et c'est un enjeu d'ailleurs qui est très important. Et les enjeux environnementaux, l'Anthropocène, cette ère dans laquelle on se trouve désormais avec tous les défis qu'elle appelle et qu'elle soulève pour nous, les êtres humains, pour moi, est structurant pour tout, pour notre organisation sociale, bien sûr, pour notre quotidien, et les enjeux de survie quasiment qui vont se poser à nous dans une échéance assez brève, vont être traduits dans le droit et vont structurer le droit, puisqu'il est nécessairement une représentation de nos sociétés et de nos priorités. Et je pense que l'enjeu climatique, par exemple, je peux prendre cet exemple, est structurant et matriciel dans le sens où, et on s'en aperçoit aujourd'hui, il est en train de tout formater, influencer, il s'intègre dans tout, parce qu'encore une fois, les questions de survie pour la société, pour nos sociétés, pour nous les humains, puisque nous pensons à nous d'abord, bien sûr. Et donc, il va structurer le droit. Alors, le droit qui s'applique à l'enjeu climatique, mais tout le droit. Le droit, je ne sais pas, le droit bancaire, le droit des investissements va se structurer par rapport à cet enjeu climatique et priorité que ça appelle. Et le droit qui régit l'occupation de l'espace. Et progressivement, gagner absolument toutes les sphères juridiques. J'en suis convaincue. Alors peut-être pas le droit de la famille, peut-être que ça ne viendra pas révolutionner les règles du mariage et de la construction familiale, mais voilà. Et c'est en cela que je disais que c'est un enjeu matriciel. Ouais. C'est un enjeu matriciel parce que, alors, le climat, mais la protection de la biodiversité, la lutte contre la pollution, parce qu'on vit, on vit au milieu, ainsi de suite. Et c'est ça qui pousse et qui fait que le droit doit évoluer, doit se muer pour intégrer ces enjeux-là et pour que nous les appréhendons, nous les êtres humains, pleinement et que l'on construise la société qu'on peut appeler de nos voeux, hein, cette révolution, ce nouveau modèle. Forcément, ça va se traduire dans la règle juridique. Alors, puisque vous êtes au contact tous les quatre d'un certain nombre d'affaires, puisque 51 affaires, ce n'est pas rien, hein, qui ont été traitées donc, en 2 ans, hein, en gros peut-être 1 an et demi, hein, entre le moment où vous réfléchissez au processus, le moment où il s'enclenche et le moment où vous passez en phase de production pour atterrir avec ces différents formats que nous pouvons voir aujourd'hui. Justement, comment Lou Herman, Jérémy Cheval, vous percevez, avant cela peut-être, ou pendant cela, votre regard sur cet aspect vivant du droit,
comme une matière, hein, une matière qui se modèle au gré de cette société. Ben, de mon côté, moi j'ai pris la mesure en fait de ce dont parle le projet, c'est-à-dire de la créativité du droit, notamment avec une affaire qui n'est pas une affaire que j'ai illustrée, mais une affaire que Jérémy a illustrée, c'est l'affaire Erika, et de voir donc comment une affaire à un moment T dans un lieu donné peut générer ce dont parle Isabelle, c'est-à-dire des changements absolument structurels par le fait de la jurisprudence dans la question de la place en fait de la nature comme sujet de droit aussi. Je ne sais pas si les termes sont bons, en tout cas c'est de voir comment quelque chose qui a pu apparaître à un moment comme un événement dépasse en fait sa temporalité propre et va s'étendre dans tout ce qui va se passer par la suite. Pour moi, ce qui paraît fondamental sur cette compréhension en quelque sorte du droit, c'est que à suivre toutes ces affaires, 51 heures, enfin quand même il faut le dire qu'on n'a pas toutes suivies, mais en fait suivre toutes ces affaires au fur et à mesure, alors qu'au début vraiment comprendre les différences entre les différents leviers, les différents paliers, les différents droits, les différents codes, c'est quand même pas du tout notre domaine. Et en même temps, ce qui est passionnant, c'est que à travers ce projet, on en a compris un outil qui est un outil qu'on arrive à appréhender. Et le dessin est à ce moment-là un très très bon médium pour, en quelque sorte, donner la capacité aux gens de comprendre l'outil qui est le droit pour faire changer des choses. Et donc là, vraiment, on s'en rend compte. Et là, si je reviens un tout petit peu 2 secondes sur l'affaire Oner Yildiz, c'est de se dire que quelqu'un, quand même, dans un bidonville à Istanbul, on parle de la Turquie qui ne fait pas partie de l'Europe, mais qui fait partie du Conseil de l'Europe, comprendre tous ces cheminements et le fait que quelqu'un qui habite dans un bidonville en Turquie, parce qu'il y a eu l'explosion d'une décharge, puisse se retrouver à Strasbourg, à la Cour, au Conseil de l'Europe. C'est dur les institutions. C'est dur les institutions, comme vous le voyez, mais se retrouve à un niveau où en fait on peut parler d'Europe et en tout cas faire appel à la Cour. Natalia Kobelas, j'imagine que pour vous tout ça, en tout cas, la procédure, le process, le chemin qu'emprunte le droit dans ses différentes formes, est quelque chose qui vous est par contre très acquis. Pas du tout, parce que en fait, moi, j'ai appris énormément justement de l'autre côté, parce que oui, ce qui est très acquis pour moi, c'est la procédure, voilà, le nom des institutions, de cours, les procédures, les institutions, les notions, les doctrines. Et là, je regarde avec le coin de mon œil une dessin très très simple d'un singe qui, à travers d'un masque humain, crie au secours, help en anglais. Et en fait, ça, pour moi, j'ai étudié les affaires justement où les gens essayaient d'obtenir la libération des animaux sauvages en captivité, très particulièrement dans les zoos à travers du monde. Ça commençait par Argentine. Maintenant, on a une affaire qui se déroule dans le Bronx, devant le tribunal de New York. Donc, ce n'est pas juste réservé aux juridictions exotiques, entre guillemets. Et donc, moi, je percevais tout ça, j'ai étudié tout ça avec le mot juridique, avec la notion juridique, et oui, avec une certaine émotion, forcément, parce qu'on est sensibilisé à ça. Mais en regardant cette image, justement, je commence à comprendre que la doctrine habeas corpus qu'on utilise en tant que juriste au quotidien, voilà, ça veut dire un masque humain pour quelqu'un qui n'est pas humain. Donc, en fait, ça m'a ouvert plein de portes, plein d'idées, ça m'a donné plein d'idées et ça m'a aidé à appréhender justement le langage juridique encore mieux. Parce que justement, ça ne s'arrête pas juste avec la notion de habeas corpus. En fait, ça a un sens, ça a une émotion et ça sert à quelque chose. Donc, voilà. Donc, même pour le juriste, c'est très, très intéressant de prendre son temps et de regarder vraiment toutes ces images et d'essayer de comprendre ce qui est derrière de tout ce mot juridique.
Alors justement, je rebondis sur ce que vous dites, puisque ce projet est à la fois artistique et juridique, et donc vous avez choisi, et c'est ce qui rend les choses fortes dans ce projet, en tout cas dans sa forme de restitution. À quel moment donc ce dessin dans le car, dans l'autobus qui vous ramène, je reviens à l'origine, à Buenos Aires, de la décharge à je ne sais pas, et que Isabelle Michalet parle de cette affaire, on dit que Jérémy Cheval dessine cette chose-là. À quel moment vous pensez que, tous les quatre, vous pensez que, en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut empiler, additionner, créer ce millefeuille d'affaires au travers d'une manière de dire les choses. Alors du coup, je pense qu'il faut dire que c'était un projet expérimental et ouvert qu'on a voulu dès le départ. Et à chaque fois qu'on a fait rentrer une pluralité d'expressions artistiques et d'expressions juridiques, parce que dans les deux cas, on s'est ouvert au fur et à mesure. Au début, on travaillait que sur des affaires, des éléments qui faisaient jurisprudence. Au départ, nous parlions de dessin à proprement parler, c'est-à-dire de l'acte de dessiner. Et au fur et à mesure, on a ouvert à la peinture, on a ouvert au régime d'expression que sont la bande dessinée, à l'illustration, qu'on allait aussi ouvrir au collage, à la caricature, et voir en fait, en quelque sorte, comment chaque régime d'expression au niveau créatif était force de proposition et en quoi leur régime d'expression amenait une autre lecture du projet. Et je pense que ça a été pareil sur le côté juridique et l'ouverture internationale qu'on a faite. C'est-à-dire qu'on avançait pas à pas et au fur et à mesure, l'objectif était de se dire en 50 affaires, de partout dans le monde, jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qui est au final anthropocène. Alors, j'entends bien, mais en fait, j'avais une autre question en tête sur le fond. C'est est-ce qu'à un moment donné, dans le choix que vous faites, au-delà de l'aspect expérimental, ouvert effectivement en termes de dessin, est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, la question est peut-être de dire à un plus grand nombre que nous, non pas d'élus, mais d'avertir, on va dire, de dire cet état du monde et de dire les forces imaginantes de ce monde. Et donc, peut-être que le vocabulaire utilisé habituellement par le juriste ne suffit pas pour dire cet état, et que peut-être passer par d'autres régimes d'expression peut élargir la diffusion de cette créativité, finalement, qui est aussi le reflet de nos sociétés. C'est intéressant comme question, et puis pour moi ça rejoint l'autre question que vous m'avez posée auparavant sur qu'est-ce que je retiens en fait et qu'est-ce que j'ai appris sur tout de ce corpus en fait d'une cinquantaine de sources juridiques. C'est que finalement le droit est un outil. Et aussi un outil à une échelle qui est celle du citoyen, et ça c'est quelque chose que j'ignorais complètement à mon niveau pourtant d'éducation, de privilégié, mais je l'ignorais en fait que à cette échelle-là, en tant que citoyenne, j'avais la possibilité en fait de saisir des juridictions qui étaient internationales pour demander des comptes, pour faire valoir des droits, pour demander réparation à un préjudice individuel ou collectif. Et c'est vrai que je pense qu'il y a au niveau, qu'il y a un enjeu démocratique en fait de réduction de cette distance au droit. Et on parle, je crois, d'accès au droit. Et là-dedans, à cet endroit-là, le dessin peut agir. Et la nature expérimentale du projet, elle est intéressante parce que, en fait, c'est une hypothèse, et c'est une hypothèse d'autant plus courageuse. Enfin, je sais pas, je m'envoie des fleurs, mais bon, c'est l'occasion, parce que, en fait, le droit est aussi une discipline, et une discipline scientifique qui est très éloignée en fait de cette question de la représentation visuelle, ce qui n'est pas le cas d'autres disciplines, et qui sans doute construit sa rigueur, sa solidité, sa force sur
ce souci des mots, de la valeur du mot qui n'en vaut pas un autre. Et avec ce projet, peut-être on bouscule un peu ça. Il va y avoir des verrous à lever, des écueils à identifier dans cette opération de traduction, parce qu'il ne s'agit pas de trahir. Voilà, je ne sais pas si j'ai dû répondre à la question. Mais... Natalia Komilarsk. Oui, moi je voulais juste ajouter, parce que ça m'a inspiré ce qu'il disait Lou Herman. Et par la question, en fait, c'est pas seulement que l'art, voire le dessin, ça nous aide à vraiment à communiquer le droit avec les autres, mais aussi à créer ce droit. Parce que le droit, il est peut-être éloigné d'une image, mais la loi, le droit est ancré dans la société. Et de cette manière-là, le droit est vivant et il représente en fait les conditions actuelles de la société. Donc, est-ce que c'est par image ou est-ce que c'est par le vocabulaire? C'est aussi porter plainte devant une juridiction nationale ou internationale, comme on voit ici sur plusieurs illustrations. Ça crée aussi à inciter cette créativité. Donc, en faisant un recours, on utilise un corpus juridique qui existe, mais en fait, on voit que c'est pas fixe, c'est pas un algorithme, comme disait tout à l'heure juge français de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pas quelque chose fixé. Et en fait, surtout dans le domaine de droit de l'environnement, de nouvelles sciences en fait qui émergent, nouvelles problématiques sociétales, en fait, le juge est demandé et est face à une nécessité de créer quelque chose de nouveau, de normes qui existaient auparavant. Et on voit ça très bien, en fait, avec toutes ces illustrations qui sont devant nous. Du coup, je rajouterais juste, permettez-moi, Natalia Kobilar, sur la question de représenter ce qui n'existe pas, ou des éléments qui ne sont pas justement le mot incarné et revenu, mais il y a des éléments ou des preuves, ou des situations qui, elles, ne sont pas physiquement ou même visuellement représentées, que ce soit également en droit, ou en art. C'est des questions qu'on doit se poser, c'est-à-dire les situations qui ont été, ou les affaires, peut-être, vous pourrez en dire plus à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas complètement sûr, mais à chaque fois, ça a été des affaires qui ont inventé quelque chose qui n'était pas encore présent à l'intérieur du droit. Et ça, c'est très intéressant de voir comment, parce que le choix de ces affaires, il n'est pas anodin, et finalement, toutes les représentations qui sont ici, pour nous, elles sont acquises si on part de la fonderie Trail jusqu'à finalement l'histoire des communs qui nous est présentée comme un concept par Madame Camproux-Dufresne. C'est des choses en fait qui font des parallèles qui sont en perpétuelle invention, réflexion et qui se basent sur des faits qui sont concrets et qui physiquement peuvent se représenter. Et cette capacité de l'art à comprendre, interpréter, diffuser, je pense que ça va dans toutes ces directions-là. Je voulais aussi ajouter quelque chose. Alors, revenir déjà sur... tout à l'heure, mes collègues ont parlé de l'apprentissage, d'une certaine manière, pour eux, du droit à travers cette expérience d'avoir réalisé des œuvres. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que pour les juristes, d'avoir l'œuvre qui correspond à une affaire qu'on connaît bien, à une loi qu'on connaît bien et avec laquelle on a un lien particulier parce qu'on considère que cette décision du juge, elle était vraiment extraordinaire, ou ce texte, il est vraiment très beau, où il apporte des choses. Et d'avoir un retour artistique et d'avoir une œuvre qui représente cela, qui l'illustre et qui en dit quelque chose, c'est un cadeau. Je l'ai ressenti personnellement à chaque fois qu'il y a une œuvre qui est venue d'un des artistes, une représentation de ce que j'avais raconté. Et donc, il y a un retour vers le juriste et qui, du coup, se pose la question, mais alors, c'est très intéressant de voir comment l'autre a représenté ce que l'on a en soi et ce que l'on a raconté. Mais ça soulève la question, justement, de la représentation du droit et de comment est-ce qu'on peut en faire quelque chose de visuel. On travaille avec des mots, nous les juristes, avec des concepts. Et Lou Herman a très bien expliqué justement des mots qui, un mot n'en vaut pas un autre. Ça fait partie de notre apprentissage de juriste. De découvrir qu'on peut le représenter, qu'on peut le dire simplement d'une autre manière. Et d'une manière qui va toucher. On peut difficilement toucher la corde sensible des gens avec le droit.
nous, ça nous fait quelque chose, nous juristes, mais parce qu'on est dedans et parce qu'on aime ça. Mais un citoyen qui n'est pas spécialement sensible aux enjeux juridiques, comment le toucher? Comment lui faire comprendre que c'est quelque chose de vivant, que c'est son quotidien, et comment le sensibiliser à juste s'y intéresser peut-être, et puis être un citoyen, ce que Lou Herman expliquait aussi, un citoyen qui est conscient de ses droits et qui va les revendiquer quand c'est le moment de le faire. Et donc passer par ces œuvres, c'est une manière de simplement attirer. On voit quelque chose de beau. Ce que je vois aussi dans toutes ces œuvres qui nous entourent, c'est le beau, c'est la couleur dans certaines, ou c'est les interrogations que ça soulève. Et par là, d'aller chercher, alors à comprendre l'œuvre bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et derrière, il y a du droit, mais quelle idée? Il y a du droit et quoi? Il y a une histoire, il y a des personnes, il y a quelque chose de vivant, il y a parfois des drames, mais il y a de la vie et il y a de la création de part et d'autre. Et c'est ça l'enjeu, et c'est ça, je pense, qui nous a tous aussi, au fur et à mesure qu'on avançait dans ce projet, qui a été construit de façon très empirique, comment est-ce que ça nous a tous touchés et est revenu vers nous? Et d'où la nécessité après de le présenter et de le diffuser, de le montrer et de dire que... il y a là de la création à la fois dans le droit et dans les œuvres que l'on voit. Vous écrivez là aussi dans ce texte d'introduction qui pour le coup est très inspirant pour moi, vous dites que ce projet fait écho donc aux forces imaginantes du droit, donc pensé par l'experte mondialement reconnue qui était connue et reconnue qui était Mireille Delmas-Marty, je dis qui était puisqu'elle est morte en ce début d'année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui veut bien prendre la parole sur cette question des forces imaginantes du droit? Ne vous battez pas surtout. Hein. Alors, je ne vais pas reprendre ce que développe Mireille Delmas-Marty parce que je le ferai beaucoup moins bien, mais il faut aller voir ce qu'elle a écrit sur le sujet. Et en gros, ce qu'elle dit, c'est que les enjeux contemporains, alors elle a écrit ça au moment des enjeux de la mondialisation et de tous les défis qui étaient soulevés par la mondialisation, mais les défis qui sont soulevés par l'Anthropocène aujourd'hui, c'est la même logique. On se trouve confronté à quelque chose de global qui nous perturbe, qui nous contraint, et comment est-ce qu'on réagit? Et son propos, c'est de dire que le droit peut proposer des réponses et qu'il y a des forces imaginantes dans le droit, et elle renvoie donc, enfin, elle propose cette idée de la créativité du droit qui n'est pas quelque chose d'aride, de désincarné et de triste, mais au contraire de très vivant. Et au départ, sur ce projet, c'est vrai que quand on a commencé à réaliser en binôme avec Jérémy quelques œuvres, ce lien m'est venu assez rapidement de dire mais c'est ça qu'il faut faire, c'est montrer les forces imaginantes du droit. Et il y avait d'emblée une référence à Mireille Delmas-Marty que tous les juristes au monde admirent sans condition. Donc il y a un petit point de tristesse aujourd'hui de présenter ces œuvres et de parler des forces imaginantes du droit en sachant qu'elle n'est pas là et qu'on lui rend cet hommage de façon un peu décalée malheureusement. Non, mais elle est là dans toutes les œuvres en fait, on la voit, on la sent et c'était une grande philosophe, mais finalement ça a une portée très pragmatique. Parce que ça peut être, l'affaire, je vois plus l'image, mais où l'ONG pour la protection de l'environnement veut mettre en défi une décision d'autorisation d'une mine de charbon en XXIe siècle, en Pologne en l'occurrence. Et ils se disent comment on peut le faire. Et ils imaginent en fait que s'ils achètent des actions de grandes entreprises énergétiques en fait qui sponsorisent ce projet, ils peuvent utiliser le droit atypique en fait, le droit d'affaires pour lancer, pour en fait saisir la cour pour contester cette autorisation, avec un succès d'ailleurs. Donc ils achètent 10 actions de cette entreprise ennemie polluaire pour aboutir à leur idée. Donc voilà, côté pragmatique et complètement vivant de force imaginante de droit. Est-ce que vous pensez, je m'adresse à tous les quatre bien sûr, hein, est-ce que vous pensez que justement ces défis auxquels nous faisons face, ou nous devons faire face, ou pas,
de l'Anthropocène, ces bouleversements absolument majeurs que nous vivons dans quantité de domaines, et finalement, ne serait pas-il finalement une mine pour le droit, c'est-à-dire une espèce d'accélérateur, de problématiques, parce que je note aussi quand je regarde les affaires que vous avez traitées, que par exemple, on voit bien que ce qui déclenche ces affaires, ce sont vraiment des groupes, des individus, qu'il y a une espèce d'élargissement en fait des acteurs autour de ces enjeux qui touchent tout le monde, localement et globalement. C'est plus compliqué de le comprendre, hein, mais est-ce que vous ne voyez pas finalement, c'est la nouvelle, c'est une immense épopée finalement du droit qui s'ouvre à vous avec ces défis? Alors du coup, juste avant qu'Isabelle réponde, je pense qu'on peut revenir de manière un peu détournée sur la question du fait que ça s'appelle dessiner le droit dans l'Anthropocène, et qui a été un vrai débat, et vous allez comprendre pourquoi j'en parle. C'est parce que déjà de prendre conscience que nous sommes dans cette nouvelle ère, une ère géologique sur laquelle l'impact des activités humaines est tel qu'il remet en question l'habitabilité de l'entièreté de la planète, fait que le droit, au départ, on l'imaginait face à l'Anthropocène, mais non, tellement l'Anthropocène est puissante et ancrée dans tous les territoires, il faut savoir faire avec, car une discipline, un outil ne peut pas lui-même affronter un tel phénomène, et finalement, nous ne sortirons pas, je pense, de l'Anthropocène d'une manière ou d'une autre. Donc c'était de dire que le droit est vraiment dans cette nouvelle ère, et d'accepter que nous ne sommes pas face à quelque chose qui va arrêter avec le droit une situation qui est complexe et planétaire, mais qu'elle doit faire avec. Et faire avec, c'est justement travailler dans tous ces enjeux, enfin d'après ce que j'en ai compris au niveau juridique et du droit. Alors, pour répondre à la question posée par Valérie, effectivement, alors aujourd'hui, on constate une accélération peut-être du contentieux, ou en tout cas le juge est sollicité de façon intensive par des citoyens, par des ONG, et c'est ce que montre aussi cette exposition, ce travail qu'on a fait, c'est cette action-là. Mais il faut pas croire que c'est un phénomène contemporain. En réalité, quand on travaille sur le droit de l'environnement, comme moi depuis de nombreuses années, on sait on constate que défendre l'environnement en allant chercher le juge, en saisissant le juge et en disant cette chose-là, cette décision-là est illégale, cette autorisation de rejeter tel polluant est illégale, etc. Il est inadmissible, il n'est pas légal d'autoriser le prélèvement de telle ou telle espèce. Tout ça existe depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années, ce qu'on appelle le contentieux en matière environnementale, et il est porté depuis toujours par des associations qui sont des actrices fondamentales du respect du droit. Des associations, des ONG qui, au quotidien, vont attaquer la décision, des choses de proximité, et vont tester devant le juge la règle juridique et demander à ce qu'elle soit respectée. Et l'enjeu aussi peut-être de ce travail, c'est de montrer ça, de montrer ces actrices que sont les associations et les ONG dans l'Anthropocène justement, pour défendre l'environnement et pour défendre aussi le respect du droit. Et même au-delà de défendre, j'ai l'impression que beaucoup d'affaires, comme par exemple nous avons travaillé aussi sur des lois, sur des constitutions, sur des chartes, sur des grandes affaires qui, elles, à la suite de celles-ci, vont engendrer des milliers d'affaires. Les premières de Client Earth ont induit d'autres affaires sur la question de la pollution de l'air, que ce soit pareil sur la charte de l'environnement. La charte de l'environnement en soi, comme nous le disait Laurent Fombossier qui nous l'a présenté, son objectif aurait été formidable de dire que la charte de l'environnement, l'objectif ultime serait qu'elle ne serve à rien. Mais en fait, ce qui est intéressant en fait, dans tout ça, c'est derrière tous les contentieux qui vont utiliser cette charte de l'environnement pour se battre et avancer. Donc c'est vrai qu'on voit une intensification de ces phénomènes, et toutes ces grandes affaires sont en train de venir à des échelles de plus en plus grandes et prenant en compte les humains et non humains.
Et c'est vrai que ça devient de plus en plus colossal, et je n'imagine que une montée en puissance de tout ça. Moi, je veux profiter de cette question pour vous en poser une autre, parce que ça a été aussi une question au tout début du projet, dans le choix des affaires. C'est en fait la représentativité en fait de ces sources par rapport à tout ce que produit le droit. Et est-ce que quelque part, en fait, on n'est pas sur un signal faible, et que le droit est en partie aussi complice de l'Anthropocène. On s'était posé la question on aurait pu choisir l'exercice à contre-courant, c'est-à-dire prendre les affaires qui auraient pu générer une jurisprudence formidable pour l'environnement, mais qui n'ont pas abouti. Et ça aurait été intéressant, non pas pour être déprimé à l'issue du projet, mais au contraire pour identifier des enjeux d'action, là où il va falloir travailler. Parce que, en fait, vous l'avez dit Isabelle, et vous l'avez dit Natalia, le droit c'est une construction. Et Jérémy parlait de la Charte de l'environnement, qui est un texte formidable, on l'a compris, parce qu'il place au plus haut niveau du droit dans la Constitution l'environnement, et donc ça c'est incroyable. Mais on a aussi eu l'histoire en fait de l'appauvrissement de ce texte au fur et à mesure de sa réécriture, du fait des hommes et des femmes qui font le droit. Donc c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'on est là dans quelque chose de massif, comme l'a suggéré Valérie et puis après Jérémy, ou est-ce qu'on est au début du signal, et alors il va falloir crier fort, quoi? Oui, Nathalie. Alors, moi, je peux commencer à répondre. Je pense que oui, c'est tout à fait justifié. On aurait pu illustrer, en fait, de mauvais exemples, des exemples mais qui étaient contre-courant. Mais je pense que oui, c'est le début, parce qu'il se passe des choses. Et d'ailleurs, aussi, peut-être c'est pas la fin de ce projet, peut-être c'est juste le début, peut-être c'est juste le premier chapitre, parce que, en fait, d'ailleurs, il y a énormément d'affaires récentes qui sont illustrées. Et là, on a appris seulement la semaine dernière que, par exemple, la juridiction très traditionnelle allemande, en fait, il y a des juges allemands qui sont allés au Pérou pour voir sur place quels sont les effets de changement climatique attribués à une entreprise énergétique allemande sur la vie de peuples vivant près d'une glacière, en fait, au Pérou, sur les agriculteurs là-bas, sur la menace d'inondation par l'eau qui peut fondre, par le glacier qui peut fondre à un moment donné. Donc, il se passe deux choses. Il y a la reconnaissance des générations futures de leurs droits, aussi par la même juridiction, haute juridiction de Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Et on illustre, voilà, c'est peut-être pas massif encore, mais il se passe deux choses, et je pense que toutes ces affaires qu'on avait illustrées, on peut les répertorier encore différemment qu'on a fait d'un premier coup, pour voir en fait jusqu'à où va l'inspiration, parce qu'on a parlé aussi de dialogue de juges, et c'est sûr et certain que le juge, la juridiction se regarde à travers, et donc c'est une évolution globale en fait de droit de l'environnement, ou de différents types de droits au secours de l'environnement. Et face à toutes les données scientifiques qu'on voit arriver, qui sont quand même pas totalement enthousiasmantes, je prends la question climat, mais je pourrais en prendre d'autres. Le temps du droit, le temps de la justice, est-il adapté? Je ne parlerai pas du temps politique, qui est encore une autre problématique. Est-il adapté à une réaction qui permette simplement de s'adapter? Je ne parlais pas de renverser la table, mais de s'adapter. N'est-ce pas un problème que vous avez éventuellement identifié? Alors, le temps du droit, en fait, il peut y avoir des temporalités différenciées dans le droit. Il y a des procédures d'urgence, il y a des possibilités de saisir des juges en urgence pour des réponses rapides, et puis il y a le temps d'élaboration d'une loi. Une loi, on discute, on rediscute, on débat, et ça, c'est le temps de la démocratie aussi. Donc, c'est forcément du temps long, ou en tout cas du temps moyen, on va dire, une temporalité moyenne. Il y a le temps d'élaboration d'un traité international. Alors là, on parle en années, parce qu'il faut que les États se mettent d'accord, on se réunit. Il y a des discussions, par exemple, pour
arriver à réglementer la protection de la biodiversité en haute mer. Et il y a des années que ça dure, peut-être même 10 ans, peut-être même plus, il me semble, qu'on discute et qu'on rediscute. Et là, on se dit, mais il y a une urgence. Il y a une urgence, oui, mais le droit a ses propres temporalités. Mais donc, il y a ces différentes possibilités. Parce qu'il y a une diversité aussi, quand on dit du droit, il y a une diversité là-dedans. Et quand on parle de juges et de juridiction, il y a aussi une diversité. Et puis des règles procédurales qui font qu'il y a aussi la prise en compte de l'urgence. Mais évidemment, quand on engage un contentieux, par exemple, comme ça a été le cas dans l'affaire du siècle, et qu'on demande à ce qu'il y ait une injonction faite au gouvernement français, eh bien, ça va prendre du temps parce qu'il y a un premier tribunal et puis après il y a un appel et ainsi de suite. Et comme on est sur des affaires avec des enjeux de principe de part et d'autre, eh bien, on va jusqu'au bout du contentieux, c'est-à-dire jusque devant la Cour suprême d'un pays, et ça prend des années. L'autre question du temps dans le droit que j'ai découvert, j'en parle de manière pas du tout connaisseur, mais à travers seulement ce projet, ça serait le temps des générations futures. Ce qui est très intéressant, c'est que par exemple au Pays de Galles a été mis en place cette loi sur les générations futures qui s'applique sur quelque chose qui là est plus proche de mon travail, ce qui est l'urbanisme, l'architecture, l'aménagement, avec une pensée qui n'est pas sur le temps d'une vie, mais le temps des vies à venir. C'est-à-dire de prendre en considération dans chaque moment de conception d'un espace qu'il faut envisager des générations qui ne sont pas encore là. C'est-à-dire que de faire ou d'être dans l'action, dans l'imaginaire, que dans plusieurs générations, quelque chose va arriver, et de manière systématique. Donc c'est assez intéressant de voir que le droit peut aussi envisager une temporalité qui n'est pas encore présente. Et bien sûr, après, la réalité du temps historique humain ou du temps humain est relativement basée sur finalement nos expériences, et il est rare de voir une discipline qui traverse de manière transcendantale les âges, et peut-être que des œuvres parfois arrivent aussi à ces possibilités. Peut-être que certaines lois comme le droit à la vie ou certains droits fondamentaux humains ont eux une véritable portée par rapport à d'autres qui sont qui peuvent changer et qui devraient changer. Voilà, en plus de ça, le droit peut faciliter la coopération. D'ailleurs, dans le droit international, c'est une obligation légale, en fait, de coopérer entre les États. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être utile pour affronter ce problème global. Et nous avons aussi illustré ça avec, par exemple, le jugement de la Cour suprême d'Argentine, Matanza Riachuelo, qui est très explicite et qui montre justement qu'un juge réunit les différents acteurs d'espace, en fait, et les acteurs qui sont en conflit potentiel. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la protection de l'environnement, la protection des sociétés, ça implique le conflit, ça implique la résolution d'un conflit. Donc il faut vraiment bien réfléchir pour ne pas agrandir le conflit. On a vu ça en France avec le mouvement des Gilets jaunes face à la nouvelle réglementation des impôts. Et voilà, pour revenir à l'affaire argentine, c'est ça, il faut un juge qui réunit le pollueur, le victime qui vivent à côté des usines, des administrateurs, et en fait aussi une particularité, une procédure innovante en fait qui dure. Donc c'est pas un jugement définitif qui sort de la Cour, mais chaque année la Cour suprême demande en fait la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année passée? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez tenté à résoudre ce problème? Et il y a un grand deuil d'un juge qui regarde en fait surtout les acteurs de terrain. Donc c'est aussi ça le droit. Je vous remercie. Je l'ai dit peut-être un peu rapidement en ouverture, mais Louis Herman, Jérémy Cheval, vous êtes également dessinateurs, tous les deux. Et donc, vous avez participé aussi à ce projet sur un certain nombre d'affaires. Et donc, vous avez formé des duos. Et donc, il y a des duos autour de cette table. J'aimerais avoir votre témoignage. Donc, je pense à l'affaire Lopez Ostra pour
Isabelle Michalet et Lou Herman, et puis à l'affaire Tatar pour Nathalie Koubélarski et Jérémy Cheval. Est-ce que vous pouvez, non pas reformer un duo, ce serait un peu ridicule et puis impossible, mais nous parler communément de votre manière de regarder chacune de ces affaires. Et je vais commencer par vous, Isabelle Michalet et Lou Herman, autour de l'affaire Lopez-Ostra. Moi, je peux commencer, mais peut-être moins sur le contenu de l'affaire que sur l'exercice du dessin. Donc, je sais pas si c'est le bon ordre, on peut faire comme ça ? Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre, ah ouais. En fait, ce que je trouve intéressant, parce que effectivement, j'ai une pratique du dessin en milieu universitaire, en milieu hostile parfois, donc. Et là, c'était une première avec une juriste, donc sur la question du droit. Et moi, je pratique, ce qu'on appelle le sketch note, en fait, donc passer par le dessin pour saisir un contenu souvent construit, en fait, sous forme de conférence, et pour faire trace. Et c'est une méthode qui est intéressante parce que elle permet de se libérer, notamment de la linéarité de l'écriture, donc pour saisir des concepts en fait scientifiques et notamment en sciences sociales, c'est intéressant parce que ça permet de figurer le système en fait. Et là, ce qui m'a intéressé dans l'histoire en fait de cette affaire et puis d'une autre affaire aussi, c'était qu'on était dans une histoire. Raconter un procès. Donc c'est sans doute pas le cas, quoique d'autres sources juridiques que sont les lois ou les chartes, mais même s'il y a aussi une histoire dans la construction de ces textes, là, un procès, c'est une histoire, et effectivement, c'est une histoire qui se déroule dans le temps, parce que ça dure un certain nombre de temps, et puis c'est une histoire qui est incarnée, qui a des personnages. Donc on a dans le journal aussi un texte de Kader Mokadem sur la question du récit, et c'est là où on se dit que c'est assez étonnant que le droit se soit si peu familiarisé avec aussi ce régime d'expression qu'est le dessin et notamment la bande dessinée, parce qu'il y a quand même une proximité à cet endroit-là. Et donc c'est vers ça que je suis allée. Alors ça produit un dessin qui est pas des plus artistiques. Et donc, c'était pour ça que c'était intéressant d'ouvrir après et de sortir d'une représentation figurative, narrative. Enfin, on a eu par exemple Johan Riva qui nous a dit son rejet de la narration et sur son besoin de silence. Donc, moi, je suis très loin de ça, quoi. Je suis dans de la pédagogie et si on se place du point de vue de l'histoire de l'art, ça paraît pauvre, mais si on se place du point de vue de l'accès à la connaissance et au droit, moi, ça me semble quelque chose d'important, quoi. Donc, c'est ça que j'ai retenu de cette rencontre sur le dessin d'une histoire, et c'est à la fois l'histoire de cette femme qui va faire valoir son droit à respirer un air sain chez elle, que aussi l'histoire des institutions. C'est-à-dire que j'ai pris connaissance de la hiérarchie aussi des différentes cours et du fait que y a quand même tout un chemin, quoi, qu'on peut pas aller directement à la Cour européenne des droits de l'homme. Non, il faut s'être pris un certain nombre de portes avant de pouvoir aller toquer à celle-ci, et que ça prend du temps. Et ça, ça fait mal parce que quand même un certain nombre de portes. J'imagine, je l'ai pas vécu. À la douleur. Non, mais et c'est ça qu'on voit. L'idée de narration et de chemin et de temps, je pense que pour le dessin et le récit dessiné, on va dire, c'est quelque chose d'assez naturel en fait. Isabelle Michalet, parce que Lou Herman est très complète, on a déjà tout compris. Oui, alors sur Lopez Ostra, effectivement, elle a réalisé un dessin qui est très pédagogique, je dirais, et que d'ailleurs je projette à mes étudiants quand je veux leur parler de cette affaire, et tout y est. Alors, il y a beaucoup de détails dans son dessin. Alors, Lopez Ostra, pour faire court, c'est l'histoire d'une femme qui se trouve envahie dans son quotidien par une pollution. Il y a une centrale
polluante, une station d'épuration qui vient s'installer sous ses fenêtres, en gros, sous les fenêtres de son lieu d'habitation, qui cause des pollutions diverses et variées, mais notamment qui rend très gravement malade sa fille. Je pense que c'est le levier, ce qui l'a fait agir. Et donc, elle va saisir différentes juridictions. Elle arrive devant la Cour européenne des droits de l'homme et elle fait valoir son droit à la vie privée, et en disant que cette pollution a envahi sa vie et que c'est une atteinte à sa vie privée, au respect de son domicile, et c'est ainsi qu'elle obtient réparation. Et donc Lou l'a dessiné alors en noir et blanc. Il y a cette dimension de la pollution, il y a un tragique dans cette affaire, il y a du noir et blanc, et puis cette mère qu'elle dessine de façon comme une justicière qui a sa fille contre elle et qui part comme ça se battre. Et il y a toute l'histoire alors qu'elle a représentée de façon circulaire, avec toutes les étapes, justement, les portes qu'elle se prend, cette femme, avant d'arriver devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et cette montée en puissance de toute cette histoire permet de montrer aussi le caractère totalement inédit de cette décision, parce que pour nous c'était une décision importante qui a changé des choses, et comment ça a été amené progressivement, et la force qu'il a fallu pour arriver à faire dire ça au juge et arriver à obtenir de faire valoir simplement ses droits. Donc voilà. Ça se termine bien. Elle gagne. Elle gagne. Jérémy Cheval, Natalia Kobinas, l'affaire Tatar. Alors l'affaire Tatar, c'est encore un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une affaire contre Roumanie, qui date de 2009. En fait, c'est spécial parce que c'est pas ex post facto, en fait, c'est pour l'avenir. Donc c'est un jugement où la Cour européenne des droits de l'homme trouve violation de même droit à la vie privée au domicile, parce que les autorités publiques ont manqué à leur obligation d'informer, d'abord d'évaluer les risques, et deuxièmement d'informer le résident d'une petite ville industrielle qui vivent au quotidien avec le risque de contamination par cyanure, puisque là-bas il y a l'extraction de l'or et de l'argent. En fait, d'ailleurs en Europe on pratique ça toujours, et d'ailleurs dans d'autres pays du monde aussi. Donc c'est un processus qui est très controversé, maintenant de moins en moins utilisé, mais à l'époque. Et donc, des entreprises privées, en fait, creusent, minent le métaux, et ils utilisent cyanure qui est stocké. En fait, les déchets très toxiques sont stockés à côté. Et bonjour, il y a beaucoup en hiver, il y a beaucoup la météo fait qu'il y a une décharge, en fait, de... Effectivement, il y a eu beaucoup de neige, d'après ce que je me souviens. Voilà. Il y avait beaucoup de neige qui a causé en fait le déversement de cette substance toxique et une énorme pollution qui tue des animaux, de poissons, et qui traverse en fait plusieurs frontières. Et finalement qui pose un danger aux récurrents. Et ici aussi, c'est quelque chose de récurrent peut-être parce que c'est un père avec un fils qui est adulte au moment des faits, mais néanmoins, c'est cette responsabilité parentale qui est peut-être aussi quelque chose qui est significatif dans toutes ces démarches juridiques. Et donc, j'ai eu un grand plaisir de raconter tout ça à Jérémy Cheval, qui a fait une magnifique illustration de cette affaire. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nous l'avons fait en anglais, et effectivement, je vous invite tous à découvrir le journal. Je n'en dirai pas plus, car le temps presse, mais par contre, je vais juste vous donner une indication de lecture par rapport à ces différents ouvrages, à ce journal qui est Dessiner le droit dans l'Anthropocène, qui est notre projet, qui aujourd'hui est une première étape. C'est de regarder toutes ces images avec votre propre capacité d'interprétation et votre propre capacité de compréhension. Un peu, ce projet, c'était aussi... une idée au départ de se dire que effectivement le droit utilise des mots très très précis, mais chaque mot précis est lui-même ouvert à des interprétations, et que le dessin en fait peut être au même niveau de cette sensibilité-là, et qu'il peut être cette force-là, et que j'espère vraiment à travers ce projet-là que le dessin ne sera pas seulement des représentations, des illustrations, mais bien un élément de langage
qui pourraient en fait rentrer dans les cours. Enfin voilà, ça c'était un peu un des objectifs un jour, de se dire est-ce que si finalement on suit toute une affaire, on serait capable de non pas la présenter par des mots, mais de la présenter par des œuvres et des dessins, et qu'à partir de là, on en établisse un jugement qui là serait ouvert à une autre sensibilité, car oui, le dessin, oui, l'art est un propos également aussi précis que le droit. Eh ben c'est parfait. Jérémy Cheval a conclu. Je pensais conclure. Il ne m'a pas parlé de sa pratique. J'aurais aimé qu'il nous parle de son dessin et de la singularité de sa pratique, mais non. Voilà. En tout cas, j'espère que ce projet va se poursuivre. Voilà. Et je vous remercie à tous les quatre et bravo. Voilà. Bravo. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonsoir. Chaque mercredi, Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon.